Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du tome 4 de La Passe Miroir, la tempête des échos de Christelle Labos, publié au gay... J'ai essayé d'y aller vite, mais en fait je suis tellement excitée de le toucher et d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce livre. Donc voilà, excusez-moi, c'est l'excitation des retrouvailles. Je vais donc faire une partie avec et sans spoiler, mais... vous allez quand même être spoilé des 3 premiers tomes. Non, ok, je vais juste vous donner vite fait mon avis pour les personnes. Je sais pas pourquoi vous regarderiez cette vidéo si vous n'avez jamais entendu parler de La Passe Miroir. Mais pour les personnes qui n'ont jamais entendu parler de La Passe Miroir, c'est l'histoire d'Ophélie, qui est une liseuse sur Anima. Du coup, elle lit le passé des objets en les touchant. Et elle est promise à Thorn, qui est l'intendant du pôle, qui est une autre arche en fait. Voilà, ce n'est pas une terre ronde, il y a plusieurs arches qui sont disséminées dans l'espace. Et du coup elle va devoir aller là-bas, mais il y a des complots politiques, etc. avec un livre et un esprit de famille qui gouverne cette famille, gna gna gna. Bref, voilà, vous avez adoré mon résumé, je le sais. La première partie sans spoiler, les personnes qui n'ont lu que les 3 premiers tomes, que je vais quand même parler voilà, de la fin du tome 3, de mes attentes, ce genre de choses. Je vais faire donc cette partie, légère partie sans spoiler. Donc ce tome 4 reprend directement après le tome 3. On aime, après avoir eu un hiatus de 2 ans et demi entre le tome 2 et le tome 3 où on était là, ah quoi, pardon, où est Thor? Du coup on reprend directement, on est dans l'action les gars, on est dans l'action. Le tome 3 était assez contemplatif, il faut le dire, même s'il y avait quand même de l'action, enfin il y a toujours de l'action mais qui est pas forcément l'action blockbuster américaine avec des explosions et des gens qui courent, avec le feu derrière et tout. Mais j'ai trouvé que on avait pas mal d'action. Et contrairement à certains bouquins, certains derniers tomes de saga où on nous donne les révélations juste dans les 50 dernières pages et pendant tout le début on attend et on est là genre qu'est-ce qui se passe, il se passe rien. Là j'ai trouvé que le tome 4 était pas mal rythmé vraiment. Il était bien rythmé, même s'il y avait quand même toute une partie, à peu près les 2 tiers, qui avait un rythme assez, assez lent. Mais assez lent mais quand même un peu soutenu, mais en général voilà, qui était plus dans on essaye d'arracher les réponses à la force de notre poignet, etc., ce genre de choses. Je sais pas si ça existe cette expression, anyway. Et le dernier tiers s'accélère un peu, ce qui est normal, mais c'était moins, je sais pas, énorme et évident que pour certaines sagas. On a des révélations qui sont données tout au long de ce tome 4 et on a aussi, enfin moi j'ai eu l'agréable impression de pas être prise pour une débile. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, mais... voilà, l'autrice nous dit pas oh bah c'est un livre YA, je vais tout vous dire et même je vais mettre votre tête dessus en mode regardez là 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 indice. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec les bouquins de Christelle Labos. J'ai l'impression qu'elle a fait confiance vraiment au lecteur ou à la lectrice qui va lire c'est un peu ses considérations métaphysiques quand même vers la fin, et faire confiance vraiment à l'intelligence du lecteur ou de la lectrice en se disant voilà c'est suffisamment clair et en même temps confus. Et bon, j'ai vraiment aimé continuer de suivre l'évolution des personnages de Ophélie, Thorn, Archibald, Bérénild, Victoire, tout ce genre de personnes. Et surtout les moments de couple d'Ophélie et Thorn. C'est vrai qu'on les attendait un peu je pense, parce que c'était un très très slow burn comme on dit, hein. Ils ont mis du temps les cocos, mais en même temps c'est ce qui rend aussi leur histoire assez... assez réaliste et assez cohérente, c'est que c'est des personnes qui de base sont pas forcément faits l'un pour l'autre. On se dirait pas en les voyant oh quel joli couple, ils sont vraiment hyper bien assortis, c'est vraiment waouh quoi, oh ils sont charmants les deux. Donc voilà, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas Thorn, des personnes qui n'aiment pas Ophélie, même des personnes qui n'aiment ni l'un ni l'autre, donc bon oui je peux comprendre. Moi j'ai trouvé que leur relation qui évolue et qui change vraiment, je sais pas, qui était un peu comme sculpté en fait avec les 3 premiers tomes, et ben là c'est un peu l'apogée en fait de ce qu'on a vu. Et pour moi il y a une justesse dans l'écriture de Christelle Labos qui fait que ces personnages sont extrêmement bien écrits. Bien sûr la fin me choque, mais je vais vous donner une idée. C'est la fin, le type de fin que j'aurais aimé pour la saison 8 de Game of Thrones, parce que je suis des personnes qui pensent que la saison 8 de Game of Thrones c'est fini de manière... ça a fait un énorme... comme ça. Pour moi, ça a été très anticlimatique et j'étais en mode... ouais, je suis pas du tout convaincue en fait.
Et là j'ai quand même été pas mal convaincue par cette fin. On sent, je pense, qu'il y a un peu un shift entre les deux premiers tomes et les tomes 3 et 4, et on sent qu'on va faire quelque chose de plus grave et de plus sérieux en fait. Et donc bah, si ça devient un peu plus grave et plus sérieux, on se doute que la fin va être un peu dans cette lignée en fait, aussi grave et aussi sérieuse. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir pour moi cette fin qui est un peu non conventionnelle, voilà, qui ne se termine pas en épilogue 19 ans plus tard, happy ending, excusez-moi ça vous spoil peut-être, mais je pense que de toute façon en lisant La Passe Miroir, qui est quand même, bien que on ait souligné beaucoup des inspirations de Christelle Labos en disant ah dans ce tome 4 il y a de l'inspiration à la croisée des mondes, etc. Je sais que voilà, on a souligné quand même certaines inspirations qu'elle a eues. Je trouve quand même que cette série est assez atypique, assez unique dans son genre, et pour moi c'est un atout majeur de la littérature young adult francophone. Et donc j'étais contente qu'on ait une fin assez peu conventionnelle, une fin très ouverte. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. J'ai trouvé que la fin était cohérente et intéressante, et dans la lignée en fait de cette saga. J'ai pas été surprise ou choquée ou déçue, parce que pour moi c'était très La Passe Miroir, c'était très Christelle Labos, et j'imaginais pas une fin différente en fait, si elle restait fidèle à sa saga, à ses personnages et à elle-même. Donc pour cette partie sans spoiler, j'ai quelques petits détails que j'ai un peu froncé les sourcils, qui m'ont pas forcément énormément plu. Et il est question à un moment d'une corne d'abondance, ça ne vous spoil quasiment rien. Si vous n'avez pas lu, vous n'allez pas comprendre ce que je vous raconte, parce que je crois pas qu'on en parle dans le tome 3, je suis même quasiment sûre qu'on n'en parle pas, mais c'est un détail. Ça ne vous apprend rien, ça ne vous spoile rien sur l'histoire, mais il est question d'une corne d'abondance. Et là, ça s'est barré dans des considérations trop métaphysiques pour moi en fait, et je pouvais plus les comprendre. Et j'ai été un peu gênée par le fait que j'arrivais à mes limites en fait, de compréhension, de trucs philosophiques, métaphysiques, ce genre de choses. J'étais comme ça. Hein? Quoi? Je comprends pas, pourquoi je comprends pas? C'était peut-être aussi le fait qu'il était vers minuit, 1h du matin, et que je suis assez crevée en ce moment. Mais voilà, j'ai eu du mal avec ce détail de l'histoire, et bah évidemment j'aime pas quand je comprends pas. Enfin j'aime comprendre, mais en même temps ça me gâche pas la lecture de ne pas comprendre certains aspects. Ça c'était pas hyper grave pour comprendre par exemple la fin, ou voilà ce genre de choses. Donc bon, je me suis dit j'ai pas tout capté, mais au moins ça m'a pas empêché de comprendre, on va dire, le bouquin en général. Et c'est la seule chose que j'ai à dire pour la partie sans spoiler. Là je vais faire une petite partie avec spoiler, donc quand j'aurai mis les spoilers vous verrez apparaître spoiler ici, où je vais parler un tout petit peu plus en détail de une chose qui m'a un peu dérangée, et de la fin quand même, et voilà des révélations des dernières centaines de pages. Donc cette petite partie avec spoiler, j'ai pas capté en fait l'insistance qu'on mettait sur le fait que Ophélie soit stérile. Vraiment. En fait, dans les premiers tomes, j'avais eu l'impression que... Enfin, je me souviens d'une discussion entre Thorne et Ophélie à la fin du tome 1, quand elle lui dit « Mais de toute façon, ce mariage sera un mariage de convenance, on va pas coucher ensemble, on va pas consommer ce mariage. » Et qu'il lui dit « Bah, il y aura pas d'enfant, et c'est pas grave, vous voulez pas d'enfant, moi je déteste les mioches, et ben très bien quoi. En gros, on sera très content dans notre mariage. » Et moi, j'étais partie du principe que Ophélie avait pas une énorme envie de devenir mère en fait, et qu'elle avait jamais envisagé Thorne comme le père de ses enfants. Pour moi du coup cette espèce de fil conducteur un peu du tome 4 en je suis stérile, je fais ça à notre couple, à notre mariage, on pourra pas avoir d'enfants, ce genre de choses, pour moi c'était trop. Et on a des héros assez peu conventionnels, mais en même temps on nous remet vraiment un truc hyper conventionnel qui est bah on est mariés, on s'aime, donc on va avoir des enfants. La maternité, la parentalité. Et c'est pas quelque chose voilà où je dis ah c'est pas bien, ou je peux pas comprendre. Non, bien sûr que je comprends, mais j'ai trouvé que vraiment, enfin cette presque obsession avec le fait de fonder une famille avec Thorne, qui je crois, j'adore Thorne, hein, c'est un personnage que j'aime beaucoup, mais j'ai pas l'impression que ce serait pour l'instant un père formidable. C'est un peu le moment où que j'ai pas compris cette obsession sur la maternité, la parentalité, ce qui est quand même logique
entre guillemets, mais je veux dire, ils viennent juste de se retrouver. Est-ce que, et à la fin du monde, est-ce que la priorité vraiment c'est de penser au fait que l'inversion à cause du passage du miroir a rendu Ophélie stérile. Voilà. J'ai trouvé que c'était une considération évidemment, enfin qui était importante, voilà, à prendre en compte, mais j'ai trouvé qu'elle revenait vraiment énormément dans le bouquin. Et bon, j'étais en mode bah oui, ok. Je... Bref, moi, ça m'a pas énormément parlé et j'ai pas trouvé que forcément c'était, je sais pas, hyper à sa place dans ce tome, mais voilà, hein, c'est une considération où je me suis dit, enfin vraiment en le lisant, je me suis dit putain ça revient quand même, genre oui on insiste dessus quoi, vraiment, donc ça doit être important. Tout ce qui a été expliqué, je saurais pas le réexpliquer parce qu'évidemment c'était assez quand même, bah c'était assez complexe quand même à expliquer et j'ai eu du mal des fois à comprendre parce qu'il y avait des moments où je savais pas si c'était... le livre qui avait des passages confus ou si c'était moi qui étais confuse à propos de certains passages. J'arrive pas encore à déterminer mais je sais que j'ai lu quelques reviews qui disent ah c'était assez confus quand même donc je me dis bon ça vient pas peut-être seulement de moi. Donc voilà, après ça m'a pas énormément dérangé cette confusion mais il y avait effectivement certains passages d'explication assez métaphysiques, il y avait un petit côté un peu brouillon qui moi du coup m'a pas aidé des fois à comprendre évidemment cette histoire de corne d'abondance par exemple où j'étais les particules qui volent et qui se transforment en écho quoi. Donc voilà, c'était un petit peu ma réaction. Cette fin avec le fait que Thorne ait lâché le bras d'Ophélie pour remporter l'autre dans l'envers, pour moi est absolument cohérente avec son personnage et malheureusement m'a brisé le cœur bien sûr parce que soi-disant il est comment dire coincé de l'autre côté du miroir entre guillemets à nouveau. Mais le chapitre s'appelle quand même Les passes miroirs, donc j'ai bon espoir que Ophélie va traverser énormément de miroirs et va à nouveau faire cette enquête pour retrouver Thorne. Évidemment, on aurait pu avoir 3 ou 4 ans plus tard où elle le retrouve et moi ça m'aurait refait ma vie voilà de les voir ensemble, mais je pense que cette fin très ouverte est hyper rafraîchissante en même temps avec le fait que voilà que Ophélie a dit au revoir à tous ceux qu'elle connaît à nouveau pour retrouver Thorne comme elle avait fait à la fin du tome, enfin au début du tome 3 du coup. Et je trouve voilà qu'il y a énormément de courage dans le personnage d'Ophélie et j'aime beaucoup ces fins de saga où on a un personnage qui part, un personnage qui prend une décision, qui retourne enfin dans une nouvelle quête en fait que nous on ne verra pas mais qui dit un peu et ben l'histoire continue en fait, même si vous ne le verrez pas, la vie continue, la vie des personnages continue. Ce qui est un peu dommage, c'est le personnage d'Archibald qui lui a eu quasiment zéro développement en fait dans ce tome 4 qui a été très peu exploité, enfin pas assez pour moi parce que j'adore ce personnage. Il était un petit peu ouais dans les coulisses des tomes 3 et 4 mais sans qu'on ait un énorme focus sur lui. On sait que Thorne du coup était jaloux de Archibald à cause de sa mère ou quelque chose comme ça. Et on a cette espèce d'histoire un peu, tout petit détail où il voit à travers la serrure, etc. Il voit Archibald avec sa mère et donc il est jaloux parce qu'elle passe du temps avec un autre enfant. Et j'étais là, ok, mais en fait ça, ce genre de truc en fait sur Archibald, j'aurais aimé que ce soit hyper poussé. Et il y a aussi le fait bah, qu'il va mourir et en gros on nous laisse un personnage comme ça qui est un petit peu, qui est carrément en sursis en fait. Et moi je me demande enfin ce qu'il va devenir. Et voilà, j'ai trouvé que la fin d'Archibald était un peu... Voilà, je pense que ça va... Enfin, je sais que ça va attrister certains et certaines fans d'Archibald. Ça m'a attristé un petit peu aussi. Cette fin très douce amère en fait pour lui. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé, d'avoir regardé cette review du tome 4 de La Passe Miroir. Ça faisait quand même 2 ans et demi que je l'attendais puisque ma vidéo sur le tome 3 est sortie en juin ou en juillet 2017 je crois. Et nous sommes en décembre 2019. Donc je suis contente d'avoir fait cette vidéo. Je suis contente d'avoir lu la fin de cette saga. Je suis un peu triste évidemment parce que c'est la fin d'une de mes sagas préférées que j'ai énormément comparé à Harry Potter en disant que c'était mon Harry Potter de l'âge adulte, enfin de l'âge jeune adulte en fait, que j'ai commencé à lire aux alentours des 18 ans et là j'ai 22 ans et demi et voilà je finis ce tome 4 et évidemment il y a une certaine tristesse quand même, une certaine nostalgie d'avoir fini une de mes sagas préférées. Ça me fait un effet étrange comme quand j'ai fini le tome 7 d'Harry Potter il y a
bien des années. Si vous avez lu ce livre ou si vous l'avez dans votre palle, n'hésitez pas à me dire vos théories, si vous avez des attentes, ou alors si vous l'avez vu, si vous l'avez lu, si vous avez été déçu, si ça correspondait à ce que vous vouliez, ce genre de choses. Dites-moi tous vos avis en commentaire, j'adore les lire et voilà, on peut toujours débattre sur certains aspects, mais alors précisez s'il y a des spoilers ou pas dans le début de votre commentaire. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.